la personne peut s'exercer. La personne est un outil très utile. L'absence de personne n'appartient pas à la personne. Elle ne peut qu'advenir. Donc tous les efforts de la personne sont vains, inutiles. Ouais. Donc on ne peut pas se dire la personne devient le grand tout. C'est une fausse démarche. Ouais. C'est de l'invention. La personne disparaît. Alors, mais quand la personne disparaît, il n'y a plus rien. Mais rien. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de respiration, il n'y a rien. Donc ça, il faut être préparé. Donc on ne peut pas dire, on peut exercer la respiration à l'extérieur et la pratiquer, mais c'est tout. Si, et ça peut arriver dans une carrière, il n'y a plus la personne. C'est-à-dire que c'est ce que le jazzman appelle la blue note. La musique se joue d'elle-même. L'histoire se raconte d'elle-même. Ça, c'est par surprise. On ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le fabriquer. On peut essayer de préparer la personne à ce qu'elle soit perméable à ça, à ce qu'elle invite ça. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Le reste ne nous appartient pas. Quand ça advient, c'est miraculeux. Et c'est là qu'on veut aller, évidemment. Et ça vous arrive pendant les spectacles? Ça m'est arrivé. Qu'il n'y a plus vous. Hein? Qu'il n'y a plus vous, mais... Ah non, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce que je vais dire quand je vais dire quelque chose. Je profère un mot, je n'en connais même pas le sens. Et je ne sais pas ce qui vient après. Et il n'y a même plus vous n'êtes même plus le témoin de ce qui se passe. Non, bien sûr. Non, dans la Advaita Vedanta, le témoin est résorbé. Ouais. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. On ne peut que dire, ça s'est produit. Ouais. C'est tout. Ouais. Parce que le mental, que les soufis appellent le vieux brigand, très bien nommé, est très fort pour récupérer à son nom. Ouais, bien sûr. C'est le clown qui rattrape les applaudissements. Quand est-ce que vous êtes devenu raconteur? Depuis que je suis petit, je mens. Et c'est tout. Je mens parce que je suis mauvais à l'école, qu'il faut inventer des histoires pour passer quand même. Je mens parce que j'ai envie de conquérir une femme. Je mens parce que ça m'amuse. Et puis voilà. Je ne cherche pas la vérité, moi. Je cherche la sagesse. C'est une autre option. C'est pas lié? C'est lié, mais la vérité, elle a ça d'être en connexion avec l'entourage et dépendante de l'entourage. Elle est transitoire, elle change forcément. La sagesse, on la reconnaît toujours. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le moment présent est toujours vrai? Ah oui. Comme l'histoire est vraie au moment que... Oui, on peut dire ça, ça me gêne. Moi, je trouve que c'est très très joli aussi. Oui. Oui, c'est joli. Le présent, il n'y a que le présent qui est vrai, quoi. Oui. Oui, en plus, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle est en plus, la sagesse? Eh bien, c'est qu'elle traverse le temps. Elle reste une référence. C'est-à-dire qu'elle vous ramène à vous-même, la sagesse. Une œuvre d'art est une sagesse, ou la sagesse est une œuvre d'art. Qu'est-ce qui vous a mené à faire cette recherche? Ah ben ça, une recherche intérieure, généralement, enfin on ne peut pas faire de généralité. Ce qui m'a conduit moi, c'est un sentiment d'insatisfaction de ce qui m'était proposé à vivre. C'est très souvent comme ça. Oui. Pourriez-vous raconter un peu? Vous étiez jeune et Oui. la vie proposée n'était pas pour vous. Aller à l'école, oui, ça c'est un bon. être sage. Ça on peut s'en accommoder. Hein. On peut s'en accommoder de Mais ça. vous ne l'avez pas fait. Mais je ne l'ai pas fait.
Alors à cette époque, j'avais 21, 22 ans. J'étais étudiant à l'université et j'étais déjà marié avec une épouse avec laquelle j'ai fait du ciel. Et elle allait aux Beaux-Arts. Et aux Beaux-Arts, il y avait un bonhomme, un garçon de notre âge, un peu plus jeune, qui était incroyable. Il s'appelle Éric Barret. Et déjà à cette époque-là, nous avions lié amitié. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré Jean Klein, parce qu'il nous a dit un jour, il y a un type qui vient parler à Marseille, ça vaut le coup, venez écouter. Voilà. Puis une fois que j'ai vu Jean Klein, je me suis dit, ah, lui il a compris. Oui, c'était clair que... Ah, il n'y a pas eu d'ambiguïté. Ouais. Et vous avez même vécu avec lui. Oui, ça c'était extraordinaire. Il vous a proposé de Oui, venir vivre parce avec lui. qu'il habitait une maison dans le midi de la France, près de Saint-Paul-de-Vence, sur une colline, très très belle maison. Et il fallait quelqu'un pour s'en occuper, quand il n'était pas là, et quand il était là pour faire la cuisine, etc. Alors, il y avait un autre garçon qui lui s'occupait du jardin, et moi je m'occupais de la maison et de la cuisine. Voilà. Je suis toujours en relation avec l'autre garçon qui s'appelle Rudolf. Rudolf Reitz. C'est un... Je dis pas comme un frère, parce que c'est beaucoup plus fort. Ah oui. Et c'était marrant, parce qu'à cette époque-là, on ne s'entendait pas du tout. On s'entendait pas du tout. Et Jean Klein, lui, il a été comme un père. Comment? Il a été comme un père pour vous? Beaucoup plus qu'un père. Mon père est mort quand j'avais 4 ans, donc ça ne va pas dire grand-chose pour moi. Dans le style. Non, il était un instructeur, il a fait son boulot, quoi. D'une façon tout à fait pertinente. Comment il a changé, ou comment les années avec lui ont changé votre vie? C'est-à-dire qu'avec lui, je vivais ce que j'avais toujours rêvé de vivre. Voilà, c'est tout. Et voilà, pas autre chose. Hein. On ne peut pas mettre des mots. Ça suffit. Ouais. J'ai toujours été rétif à l'autorité. Et Jean Klein n'avait pas d'autorité. Il était l'autorité. C'est tout. Quand il n'y a personne qui revendique l'autorité, c'est la situation. Ouais. Et c'est tout. C'est le présent. Et c'est ça qui advient. Dès qu'il y a quelqu'un qui apparaît, c'est louche. Ça va pas. Pour moi. J'ai ressenti la même chose avec Nisargadatta Maharaj, à Bombay. C'était un drôle de bonhomme, lui aussi. Est-ce que vous pourriez dire qu'avec ces gens, il y a cette absence de la personne? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, tout à fait, oui. Il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a que le présent. Ouais. Voilà. Même pas le présent formulé. Même pas le présent formulé, parce que quand on formule le présent, on est déjà dans le passé. Ouais. Oui, mais il y avait des moments qui parlaient aussi. Ben, bien sûr. Mais bien sûr. Et il y avait des moments où il avait faim, il y avait des moments où il n'était pas content. Il y avait des... Mais oui, mais bien sûr. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Ouais. Parce qu'on a volonté de figer les choses, les images. Mais c'est dommage, c'est seulement dommage. Mais c'était en fait sa présence dans l'absence. Oui, voilà, on peut le dire comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, c'est rigoureusement vrai. Voilà. Je me souviens d'ailleurs, quand il avait faim, je m'en rendais compte. Hein. Il fallait que j'aille plus vite dans la cuisine. C'était marrant.
Quand il écoutait de la musique, ça c'était terrible pour moi. Parce que je ne pouvais plus travailler. Je ne pouvais plus travailler. J'étais aspiré, puis j'allais m'asseoir à côté de lui pour écouter avec lui. Ah, c'était très étonnant. Vous étiez parfois mal à l'aise aussi, au Non, début? non. Parce que j'ai entendu ça de Éric Barret, Oui, oui, par oui. exemple. Oui, oui, j'ai écouté son interview, c'est très marrant. Eric est un homme tout à fait amusant, j'aime beaucoup. Mais La vous façon de- vous n'aviez pas ce mal à l'aise. J'ai pas le... Non, non. Si, Cette je me sentais confrontation idiot. avec, Ça, je me sentais idiot Ouais. en sa présence. Quand on était seul, qu'on disait rien, tu vois, là, je me sentais idiot. Mais ce sentiment ne me gênait pas. Mhm. Ça me permettait de le voir. Mhm. Et ça, c'est très important. Ouais. Très important. De le voir et petit à petit d'enlever l'idiotie, Ouais. c'est-à-dire le jugement. Le jugement, Voilà. pas l'idiotie. Ben, l'idiotie vient du jugement. Oui, bien sûr. Si on enlève le jugement, il n'y a plus d'idiotie. Ouais. Et ça, c'était ce que Jean Klein nous faisait vivre. Ouais. Parce que il m'est arrivé d'entendre des entretiens où je posais des questions, et je me disais, mais qu'est-ce galimatia, mais quelle complication j'avais dans la tronche. Jamais il m'a fait ressentir ça. Il répondait toujours. Et évidemment, dans sa réponse, tout disparaissait. Ouais. C'était... Ah ouais, les entretiens, c'était quelque chose de merveilleux. Merveilleux. Et au bout de 2 ans, vous l'avez... Ben, au bout de 2 ans, voilà, il s'est passé que je suis parti en Inde, je suis revenu. Lui, il habitait Paris dans un appartement plus petit, où je dormais sur le canapé. Et puis, comme j'avais été formé, il était question que j'enseigne le yoga aussi. C'était la logique. Et donc, ben voilà, je suis revenu à Marseille. C'était le seul endroit où je pouvais exister. Et puis, c'est ce que je vous ai raconté après, quoi. Oui, vous avez C'est-à-dire que je commençais à donner des cours. Ouais. Il y avait des gens qui organisaient un peu pour moi, etc. Mais j'ai jamais eu beaucoup d'élèves. Et puis, il y a des gens qui me connaissaient, qui sont venus me demander de raconter des histoires, un peu. Puis j'ai eu une situation où, pendant 1 mois, j'ai pu raconter en Avignon, pendant le festival de théâtre. Et là, ça a pris le dessus, la vie d'artiste a pris le dessus. Oui. Et j'enseigne encore de temps en temps le yoga, il y a des gens qui acceptent. Généralement, il reste 3-4 séances, pas plus. Ok. Parce que je leur dis, vous n'apprendrez rien. Le yoga ne vous servira à rien. Strictement à rien. Alors, ça les amuse, et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est vrai. Alors, ils sont bons. Ben, c'est normal, pas dépenser de l'argent pour rien. Mais vous-même, vous pratiquez oui. tous les jours? De 3h à 7h, de 4h à 7h le matin. Ah. C'est normal. La moindre des choses. Ah oui, c'est intéressant. C'est questionner.